dans ces documents, il est bien spécifié que la politique à l'égard de tous les pays sud-méditerranéens a pour objectif d'intégrer tous ces pays à l'Union européenne et à l'axe euro-atlantique. Je dis bien intégrer. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Israël, Liban, Syrie. D'un point de vue politique et économique, c'est écrit texto dans les textes de la Commission européenne, de la PEV, Politique européenne de voisinage. Et ces événements qu'on voit actuellement en Afrique du Nord, en Tunisie, puis bon, Syrie, Égypte, etc., c'est une volonté de modifier en profondeur ces États pour créer deux situations. Les documents comme la PEV, Politique européenne de voisinage, pour faire court, ces documents disent que ces États sud-méditerranéens doivent, pour faire court, adopter tous les critères euromondialistes. L'économie de marché, les droits de l'homme, égalité homme-femme, etc., etc. Bien. Le problème, c'est que les sociétés musulmanes ne raisonnent pas en fonction des droits de l'homme. C'est un autre monde, c'est une autre civilisation. On aime, on n'aime pas, mais c'est comme ça. Dans le cas du Maroc, vous avez le roi du Maroc qui a procédé à des réformes, changement de constitution, pour adopter une nouvelle constitution qui ressemble énormément, pas à 100%, mais énormément, à l'idéal euromondialiste des droits de l'homme. Pour le moment, on dirait que la bouture prend. En revanche, ça tourne au vinaigre en Tunisie, en Libye, ça bouillonne en Syrie, quoique ça bouillonne, il faut dire aussi qu'on aide à faire bouillonner ça, puisque Israël et les pays anglo-saxons en particulier ne sont pas neutres dans les manifestations qui secouent ces pays, loin de là. Je rappelle toujours, je ne sais plus son nom, l'Égyptien qui a, oui, Wael Ghonim, qui a joué un grand rôle en Égypte pour ça ne fait pas très élevé, c'est comme nom d'ailleurs. Wael Ghonim, qui a joué un grand rôle dans la révolte en Égypte pour soutenir la jeunesse, pour la démocratie, voilà, vous savez toujours les trucs tarte à la crème. Ce Wael Ghonim, quand on regarde son CV, on se rend compte que il est manager de Google pour tout le Proche-Orient. Bon, CIA, Mossad, tout de suite. Vous avez des trucs comme ça, bon. Donc Wael Ghonim, voilà. Originaire du Jourdain, je pense. Alors, donc, l'objectif, c'est de modifier ces états. Et donc, vous avez, et c'est ça la perversité du système, vous avez ces pays musulmans, comme la Tunisie, la Libye, qui ne prennent pas vraiment le chemin des droits de l'homme, la polygamie qui semble être remise à l'honneur dans certains pays. Enfin bref, un changement. Et ça, c'est terrible parce que, voyez-vous, c'est toute la perversité du système. Voyez-vous, de deux choses l'une. Et ça, il faut lire Huxley ou Orwell qui ont parfaitement résumé la méthode anglo-saxonne, qui est perverse, à l'anglaise. Bon. D'ailleurs, ce sont des pays qui bouffent mal, c'est pas étonnant. Quand on veut régler un problème, soit on arrive à imposer directement sa méthode. C'est la méthode, février 1945, on rase Dresde. On rase la ville, il n'y a plus de problème. Et quand on n'arrive pas à régler un problème, il faut créer la méthode qui va pervertir la situation et qui justifie d'entretenir un état de tension qui permet de mettre en place des mesures coercitives qu'on ne pourrait pas mettre si le méchant pays, Libye ou Égypte ou Tunisie, peu importe, n'avait pas adopté les mauvaises, enfin n'avait pas choisi les bonnes méthodes. Le fait d'établir une situation qui ne rentre pas dans le cadre mondialiste permet d'entretenir une guerre basse tension qui rend service aux grandes multinationales, aux complexes militaro-industriels, ou, comme dit Peter Dale Scott, l'État profond. L'État profond, c'est-à-dire que vous avez l'État légal, avec officiellement élu, par exemple Obama, mais en fait, l'État profond, c'est l'État dans l'État qui, en fait, dirige vraiment le pays et qui regroupe les grands puissants, les grandes puissances, enfin les hommes et les femmes puissants d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue militaire, et qui imposent leur vue. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est que ces pays qui brouillent, qui sont secoués par des différents courants, justifient un état de tension permanente. Mais voyez-vous, et ça, je crois que c'est... Je l'ai fait une fois lors d'une conférence, mais là, je tiens à le faire parce que
ce qui se passe dans les pays sud-méditerranéens, ce n'est pas l'effet du hasard. Quand on met des pays musulmans en contact avec un autre monde, la vision euromondialiste, on provoque inévitablement des chocs. L'eau, le feu, ça provoque des réactions. Et ces choses-là sont voulues. Je vais vous lire les extraits d'un document, d'un article écrit par un ancien fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères de 1982. Je dis bien 1982, donc il y a 29 ans. Cet homme-là avait rédigé son article en hébreu et il est précisé que cet article a été traduit en version anglaise puis ensuite en version française par l'ancien président de la Ligue israélienne des droits de l'homme qui s'appelait le professeur Israël Shaak. Donc un vrai de vrai. Je ne vais pas tout vous lire, mais écoutez ces deux passages. Donc nous sommes en 1982, l'auteur en question s'appelle Oded Yino. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle de l'histoire de l'humanité, une ère qualitativement différente des précédentes, de caractère totalement nouveau. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les mutations qui caractérisent cette période historique. Et c'est pourquoi aussi il faut définir une conception du monde et une stratégie concrète en fonction des conditions nouvelles. L'existence, la prospérité, la stabilité de l'État juif dépendront de sa capacité de donner un cadre nouveau à ses affaires intérieures et extérieures. Le monde arabe islamique n'est pas, on le voit, l'élément majeur dans nos problèmes stratégiques des années 1980, bien qu'il constitue la première menace immédiate contre Israël en raison de sa puissance militaire croissante. Ce monde islamique, avec ses minorités ethniques, ses divisions, ses crises internes qui le rongent, voire le Liban, l'Iran et maintenant la Syrie, est incapable de résoudre ces problèmes fondamentaux et par conséquent ne peut être une véritable menace pour Israël à long terme. Il est cependant à court terme en raison de sa puissance militaire. À long terme, le Moyen-Orient ne pourra pas survivre dans ses structures nouvelles, dans ses structures actuelles, sans passer par des transformations révolutionnaires. Après, dans son texte, Oded Yino fait une photo de la composante ethnique du Proche-Orient, entre les sunnites, les chiites, les coptes, la répartition, enfin bref, c'est une photo. Et après avoir fait la photo, il dit ceci, nous sommes en 1982, on croit voir notre époque, écoutez ceci. L'Égypte, dans sa configuration intérieure actuelle, est déjà moribonde. Et plus encore si nous prenons en compte la rupture entre chrétiens et musulmans. Je vous rappelle que les coptes égyptiens et les musulmans se sont tapés dessus. La rupture entre chrétiens et musulmans qui va croissant. Démanteler l'Égypte, amener sa décomposition en unités géographiques séparées, tel est l'objectif politique d'Israël sur son front occidental. L'Égypte est effectivement déchirée. L'autorité n'y est pas une mais multiple. Si l'Égypte se désagrège, des pays tels que la Libye, le Soudan, je vous rappelle que le Soudan Sud est séparé depuis l'été dernier, la Libye, le Soudan et même les États plus éloignés ne pourront pas survivre sous leur forme actuelle et accompagneront l'Égypte dans sa chute et sa dissolution. On aura alors un État chrétien copte en Haute-Égypte et un certain nombre d'États faibles au pouvoir très circonscrit au lieu du gouvernement centralisé actuel. C'est le développement historique logique et inévitable à long terme. Le front ouest, qui, à première vue, semble poser plus de problèmes, est en fait plus simple que le front est, théâtre récent des événements les plus retentissants. La décomposition du Liban en 5 provinces préfigure le sort qui attend le monde arabe tout entier, y compris l'Égypte, la Syrie, l'Irak et toute la péninsule arabe. Au Liban, c'est déjà un fait accompli. La désintégration de la Syrie et de l'Irak en provinces ethniquement ou religieusement homogènes, comme au Liban, est l'objectif prioritaire d'Israël à long terme sur son front est. À court terme, l'objectif est la dissolution militaire de ces États. La Syrie va se diviser en plusieurs États suivant les communautés ethniques, de telle sorte que la côte deviendra un État alaouite chiite, la région d'Alep un État sunnite, à Damas un autre État sunnite hostile à son voisin du nord, les Druzes constitueront leur propre État qui s'étendra sur notre Golan peut-être, et en tout cas dans le, je prononce mal, Aouaran et en Jordanie du Nord. Cet État garantira la paix et la sécurité dans la région à long terme. C'est un objectif qui est dès à présent de notre portée. Écoutez ce que dit en 1982. L'Irak
pays à la fois riche en pétrole et en proie à de graves dissensions internes, est un terrain de choix pour l'action d'Israël. Le démantèlement de ce pays nous importe plus encore que celui de la Syrie. L'Irak est plus fort que la Syrie. À court terme, le pouvoir irakien est celui qui menace le plus la sécurité d'Israël. Une guerre entre l'Irak et la Syrie, ou encore entre l'Irak et l'Iran, désintégrera l'État irakien avant même qu'il ne puisse se préparer à une lutte contre nous. Tout conflit à l'intérieur du monde arabe nous est bénéfique à court terme et précipite le moment où l'Irak se divisera en fonction de ses communautés religieuses, comme la Syrie et le Liban. En Irak, une distribution en provinces, selon les ethnies et les religions, peut se faire de la même manière qu'en Syrie du temps de la domination ottomane. 3 États, ou davantage, se constitueront autour des 3 principales villes, Bassora, Bagdad et Mossoul. Les régions chiites du sud se sépareront des sunnites et des Kurdes du nord. 1982. 1982, je rappelle, Oded Yinon, ancien fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères, le document est sur Internet. Pour vous dire que ce qui se passe actuellement en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ce n'est évidemment pas l'effet du hasard. Évidemment, ces pays-là étaient victimes de ce qu'on appelle le népotisme, que ce soit Ben Ali, Moubarak, etc. Ils avaient des comptes en banque qui étaient des comptes en banque de multinationales. Bon, en gros, ils piquaient dans les caisses de l'État. Une pauvreté réelle. Mais quand vous avez une volonté d'éclater ces pays, ça montre bien qu'il y a un projet à long terme. Et ce que je vous ai lu donc de Oded Yinon de 1982 montre que c'est un travail qui a déjà été élaboré et pensé en particulier par un très vieil islamologue britannique, juif britannique naturalisé américain qui s'appelle Bernard Lewis, et qui travaille, qui est le conseiller de Brzezinski, et qui est le conseiller de Obama. Il faut savoir qu'en 1979, déjà Bernard Lewis et son copain Brzezinski avaient élaboré ce qu'ils appelaient l'arc de crise, qui parlait donc de l'Afrique du Nord jusqu'au Proche-Orient et qui avait pour but de parcelliser tous ces États. Donc on voit que les événements actuels, ils ne sont pas innocents. Certes, sur le terrain, déjà, il y a possibilité de flanquer la pagaille, puisque ce sont déjà des pays qui sont minés par la corruption, écoutez, c'est pas normal que des pays comme l'Algérie, qui a du pétrole, du gaz, qui a de l'eau, soient aussi pauvres. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce sont des pays des pays comme la Tunisie, je comprends, il n'y a pas vraiment de grande richesse, mais c'est pas normal que ces pays-là présentent tant de faiblesses. Mais il n'empêche qu'en face, on met de l'huile sur le feu, et évidemment, ça nous crée un feu de brousse qui n'est pas prêt de s'éteindre. Israël joue un rôle particulier, puisque j'ai eu l'occasion de dire que les travaux de la Fondation Bertelsmann, en liaison avec l'Union européenne, l'Union européenne et les think tanks anglo-américains, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent les 3 piliers du judaïsme. C'est ce qu'on appelle, dans la Fondation Bertelsmann, le dialogue germano-juif, Deutsch-jüdischer Dialogue, pilier nord-américain juif, Europe, une communauté juive qui représente le 2e pilier, et Israël constitue le 3e. Et ces 3 piliers doivent constituer une architecture politico-économique militaire intégrant le monde musulman qui lui-même doit s'intégrer donc à l'idéal euromondialiste, quitte à lui taper dessus. Bon. Récemment, dans la foulée de ces ambitions, vous avez eu la création, c'est en cours de création, et en tout cas ça doit être terminé pour la fin de l'année 2011, la création d'un Parlement juif européen. Je ne sais pas, vous êtes au courant. Un Parlement juif européen qui est en cours de création, qui doit avoir son siège à Bruxelles, composé de 120 membres. Et on a envie de dire, attendez, je ne comprends pas un Parlement juif européen, mais dans ce cas-là, pourquoi pas un Parlement musulman européen ou un Parlement catholique européen, catholique, il y a aucune chance. Mais un Parlement protestant, là, ça marche plus. Voilà. Eh ben non. On voit qu'il y a vraiment une volonté qui est absolument anormale. C'est vraiment une influence qui dépasse la coopération et c'est bon. Bref.